13 février. Encore 10 heures consacrées à vider la clairière des ordures entassées. Nettoyer les lieux pour que le génie y revienne. Les Russes font table rase du passé, jamais de leurs déchets. Jeter quelque chose? Plutôt mourir, disent-ils. Pourquoi balancer un moteur de tracteur dont le piston pourrait servir de cul de lampe? Le territoire de l'ex-Union soviétique est jonché des excréments des plans quinquennaux. Usines en ruine, machines-outils, carcasses d'avions. Beaucoup de Russes vivent dans des endroits tenant du chantier et de la casse de bagnole. Ils ne voient pas les déchets. Ils ignorent mentalement le spectacle étalé sous leurs yeux. Le verbe abstractirovait, faire abstraction, est un maître mot quand on habite sur une décharge. 14 février. La dernière caisse est une caisse de livres. Si on me demande pourquoi je suis venu m'enfermer ici, je répondrai que j'avais de la lecture en retard. Je cloue une planche de pain au-dessus de mon chalit et y range mes livres. J'en ai une 60aine. À Paris, j'ai pris grand soin de constituer une liste idéale. Quand on se méfie de la pauvreté de sa vie intérieure, il faut emporter de bons livres. On pourra toujours remplir son propre vide. L'erreur serait de choisir exclusivement de la lecture difficile en imaginant que la vie dans les bois vous maintient à un très haut degré de température spirituelle. Le temps est long quand on n'a que Hegel pour les après-midi de neige. Avant mon départ, un ami m'a conseillé d'emporter les mémoires du cardinal de Retz et le Fouquet de Morand. Je savais déjà qu'il ne faut jamais voyager avec des livres évoquant sa destination. À Venise, lire Lermontov, mais au Baïkal, Byron. Je vide la caisse. J'ai Michel Tournier pour les songeries, Michel Déon pour la mélancolie, Laurence pour la sensualité, Mishima pour les froids d'acier. J'ai une petite collection de livres sur la vie dans les bois, Gray Hall pour la radicalité, Daniel Defoe pour le mythe, Aldo Léopold pour la morale, Thoreau pour la philosophie. Mais son prêchi-prêcha de parpaillot comptable me lasse un peu. Whitman, lui, m'enchante, ses feuilles d'herbe exhalent la grâce. Junger a inventé l'expression de recours aux forêts. J'ai 4 ou 5 de ses livres. Un peu de poésie et des philosophes aussi, Nietzsche, Schopenhauer, les stoïciens. Ça, des Casanova pour me fouetter le sang. Des polars de la série noire, il faut parfois souffler. Quelques guides naturalistes de la collection de la Schoen-Niesley sur les oiseaux, les plantes et les insectes. La moindre des choses, quand on s'invite dans les bois, est de connaître le nom de ses hôtes. L'affront serait l'indifférence. Si des gens débarquaient dans mon appartement pour s'y installer de force, j'aimerais au moins qu'ils m'appelassent par mon prénom. La tranche de mes volumes de la Pléiade brille à la lueur des bougies. Les livres sont des icônes. Pour la première fois de ma vie, je vais lire un roman d'une traite. Liste de lecture idéale composée à Paris avec grand soin, en prévision d'un séjour de 6 mois dans la forêt sibérienne. Quai des Enfers, Ingrid Astier. L'amant de Lady Chatterley, D.H. Lawrence. Traité du désespoir, Kierkegaard. Des pas dans la neige, Éric Lhomme. Un théâtre qui marche, Philippe Fenwick. Des nouvelles d'Agafia, Vassili Peskov. Indian Creek, Pete Fromm. Les hommes ivres de Dieu, Jacques Lacarrière. Vendredi, Michel Tournier. Un taxi mauve, Michel Déon. La philosophie dans le boudoir, Sade. Gilles, Drieux-La Rochelle. Robinson Crusoe, Daniel Defoe. De sang-froid, Truman Capote. Un an de cabane, Olaf Kando. Noces, Camus. La chute, Camus. Robinson des mers du Sud, Tom Neal. Rêverie du promeneur solitaire, Rousseau. Histoire de ma vie, Casanova. Le chant du monde, Giono. Fouquet, Paul Morand. Carnet, Monterland. 70 Céphas, tome 1, Ernst Junger. Le traité du rebelle, Junger. Le nœud gordien, Junger. Approche, drogue et ivresse, Junger. Jeux africains, Junger. Les fleurs du mal, Baudelaire. Le facteur sonne toujours 2 fois, James M. Cain. Le poète, Michael Connelly. Lune sanglante, James Ellroy. Eva, James Hadley Chase. Les stoïciens, Pléiade. Moisson rouge, Dashiell Hammett. De la nature, Lucrèce. Le mythe de l'éternel retour, Mircea Eliade. Le monde comme volonté et représentation, Schopenhauer. Typhon, Conrad.
Ode, Ségalen. La vie de Rancé, Chateaubriand. Tao Te Ching, Lao Tzu. Élégie de Marienbad, Goethe. Nouvelle complète, Hemingway. Ecce Homo, Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche. Le crépuscule des idoles, Nietzsche. 25 ans de solitude, John Haynes. La dernière frontière, Gray Hall. Traité de la cabane solitaire, Antoine Marcel. Au cœur du monde, Sandrars. Feuilles d'herbe, Whitman. Almanach d'un comté des sables, Aldo Léopold. L'œuvre au noir, Yourcenar. Les mille et une nuits. Le songe d'une nuit d'été, Shakespeare. Les joyeuses commères de Windsor, Shakespeare. La nuit des rois, Shakespeare. Roman de la table ronde, Chrétien de Troyes. American Black Box, Maurice G. Dantec. American Psycho, Bret Easton Ellis. Walden, Taureau. L'insoutenable légèreté de l'être, Kundera. Le pavillon d'or, Mishima. La promesse de l'aube, Romain Gary. La ferme africaine, Karen Blixen. Les aventuriers, José Giovanni. Le 6e jour après mon départ d'Irkoutsk, le camion de mes amis disparaît à l'horizon. Pour le naufragé jeté sur un rivage, rien n'est aussi poignant que le spectacle d'une voile de navire s'effaçant. Volodia et Ludmila gagnent Irkoutsk et leur nouvelle vie. J'attends le moment où ils se retourneront pour jeter un dernier regard à la cabane. Ils ne se retournent pas. Le camion n'est plus qu'un point. Je suis seul. Les montagnes m'apparaissent plus sévères. Le paysage se révèle intense. Le pays me saute au visage. C'est fou ce que l'homme accapare l'attention de l'homme. La présence des autres affadit le monde. La solitude est cette conquête qui vous rend jouissance des choses. Il fait -33. Le camion s'est fondu à la brume. Le silence descend du ciel sous la forme de petits copeaux blancs. Être seul, c'est entendre le silence. Une rafale. Le grésil brouille la vue. Je pousse un hurlement. J'écarte les bras, tends mon visage au vide glacé et rentre au chaud. J'ai atteint le débarcadère de ma vie. Je vais enfin savoir si j'ai une vie intérieure. 15 février. Ma première soirée solitaire. Au début, je n'ose pas trop bouger. Je suis anesthésié par la perspective des jours. À 10 heures du soir, des explosions trouent le silence. L'air s'est réchauffé. Le ciel est à la neige. Il ne fait que -12. L'artillerie russe pilonnerait le lac. La cabane n'en vibrerait pas plus. Je sors dans le redout écouter les coups de boutoir. Les courants font jouer la banquise. L'eau, prisonnière, implore sa libération. La glace sépare les êtres, poissons, fleurs et algues, mammifères marins, arthropodes et micro-organismes du ciel. Elle fait écran entre la vie et les étoiles. La cabane mesure 3 mètres sur 3. Un poêle en fonte assure le chauffage. Il deviendra mon ami. J'accepte les ronflements de ce compagnon-là. Le poêle est l'axe du monde. Autour de lui, tout s'organise. C'est un petit dieu qui possède sa vie propre. Lorsque je lui fais offrande de bûches, je rends hommage à Homo erectus, qui maîtrisa le feu. Dans sa psychanalyse du feu, Bachelard imagine que l'idée de frotter 2 bâtonnets pour allumer les toupes fut inspirée par les frictions de l'amour. En baisant, l'homme aurait eu l'intuition du feu. Bon à savoir, pour étancher la libido, pensez à regarder les braises. Je dispose de 2 fenêtres. L'une est ouverte sur le sud, l'autre sur l'est. Dans l'enchassure de la seconde, on distingue les crêtes enneigées de la Bouriatie à 100 km. Par la première, derrière les branchages d'un pin couché, je suis du regard la courbe de la baie incurvée vers le sud. Ma table, collée à la fenêtre de l'est, en occupe toute la largeur, à la mode russe. Les Slaves peuvent rester des heures, assis, à regarder perler les carreaux. Parfois ils se lèvent, envahissent un pays, font une révolution, puis retournent rêver devant leurs fenêtres, dans des pièces surchauffées. L'hiver, ils sirotent le thé interminablement, pas trop pressés de sortir. 16 février. À midi, dehors. Le ciel a saupoudré la taïga. La poudreuse veloute le vert de bronze des cèdres. Forêt d'hiver, fourrure d'argent jetée sur les épaules du relief. Les vagues de la végétation couvrent les pentes. Cette volonté des arbres de tout envahir. La forêt,
houle lente. À chaque pli du relief, l'albumine des houppiers s'assombrit de traînées noires. Pourquoi les hommes adorent-ils davantage les chimères abstraites que la beauté des cristaux de neige? 17 février. Ce matin, le soleil s'est juché par-dessus les crêtes de la Bouriacie à 8h17. Un rayon a traversé la fenêtre et frappé les rondins de la cabane. J'étais dans mon sac de couchage. J'ai cru que le bois saignait. Les dernières flammes du poêle meurent vers 4h du matin. À l'aube, il gèle dans la pièce. Il faut se lever et allumer le feu. 2 gestes qui célèbrent le passage de l'hominidé à l'homme. Je commence ma journée en soufflant sur les braises. Puis je me recouche, le temps que la cabane prenne la température d'un œuf. Ce matin, je graisse l'arme laissée par Sergueï. C'est un pistolet à fusée comme en utilisent les marins en détresse. Le canon balance sa charge de phosphore aveuglant qui atténue les ardeurs d'un ours ou d'un intrus. Je n'ai pas de fusil et ne chasserai pas. D'abord parce que la réglementation de la réserve naturelle me l'interdit. En outre, je trouverais d'une muflerie dégoûtante de dézinguer les êtres vivants des bois dont je suis l'hôte. Aime-t-on que l'étranger vous agresse? Cela ne gêne pas que des êtres mieux faits, plus nobles et autrement découplés que moi vaquent en liberté dans les hautes futaies. Ici, ce n'est pas Chantilly. Quand les braconniers rencontrent des gardes-chasse, les explications se tiennent, flingue au poing. Sergueï ne patrouille jamais sans son fusil. Sur les pourtours du lac, il y a des tombes portant le nom d'inspecteur. Une simple stèle de ciment, décorée de fleurs en plastique, avec parfois la photo du type gravée sur le médaillon de métal. Les braconniers, eux, n'ont pas de sépulture. Je pense au destin des visons. Naître dans la forêt, survivre aux hivers, tomber dans un piège et finir en manteau, sur le dos de rombières dont l'espérance de vie sous les futaies serait de 3 minutes. Si encore les femmes couvertes de fourrure avaient la grâce des mustélidés qu'on écorche pour elles. Il y a 5 jours, Sergueï m'a raconté une histoire. Le gouverneur d'Irkoutsk s'adonnait à la chasse à l'ours de son hélicoptère dans les montagnes qui dominent le Baïkal. Le Mi-8, déstabilisé par une rafale, s'est écrasé. Bilan, 8 morts. Sergueï. Les ours devaient danser la polka autour du brasier. Mon autre arme est un poignard fabriqué en Tchétchénie, un beau couteau aux manches de bois. Il ne me quitte pas de la journée. Le soir, je le plante dans le bois au-dessus de mon lit, suffisamment profondément pour qu'il ne me crève pas le ventre en tombant au beau milieu d'un rêve. 18 février. Je voulais régler un vieux contentieux avec le temps. J'avais trouvé dans la marche à pied matière à le ralentir. L'alchimie du voyage épaississait les secondes. Celles passées sur la route filaient moins vite que les autres. La frénésie s'empara de moi, il me fallait des horizons nouveaux. Je me passionnais pour les aéroports, où tout invite à la sortie et au départ. Je rêvais de finir dans un terminal. Mes voyages commençaient comme des fuites et se finissaient en course-poursuite contre les heures. Il y a 2 ans, par hasard, j'avais eu l'occasion de demeurer 3 jours dans une cabane de bois sur les bords du Baïkal. Un garde-chasse, Anton, m'avait accueilli dans la minuscule isba qu'il occupait sur la rive orientale du lac. Il portait des lunettes d'hypermétrope et ses yeux grossis par les verres lui donnaient un air de batracien joyeux. Le soir, nous jouions aux échecs. Le jour, je l'aidais à relever les filets. Nous ne parlions presque pas, lisions beaucoup. Huysmans pour moi, Hemingway, qu'il prononçait Hemingway pour lui. Il avalait des litres de thé. Je partais marcher dans les bois. Le soleil inondait la pièce, des oies fuyaient l'automne. Je pensais au mien. On écoutait la radio, la speakerine annonçait les températures à Sotchi. Anton disait « Cela doit être bien la mer Noire ». De temps en temps, il jetait une bûche dans le poêle, puis, la journée tirée, il sortait l'échiquier. On buvait des petits coups d'une vodka de Krasnoïarsk et on poussait les pions. J'avais toujours les blancs. Je perdais souvent. Ces journées interminables passèrent vite. Je songeais en quittant mon ami, voilà la vie qu'il me faut. Il suffisait de demander à l'immobilité ce que le voyage ne m'apportait plus, la paix. Je me fis alors le serment de vivre plusieurs mois en cabane, seul. Le froid, le silence et la solitude sont des états qui se négocieront demain plus cher que l'or. Sur une terre surpeuplée,
surchauffée, bruyante, une cabane forestière et l'Eldorado. À 1500 km au sud vibre la Chine. 1,5 milliard d'êtres humains s'apprêtent à y manquer d'eau, de bois, d'espace. Vivre dans les futaies au bord de la plus grande réserve d'eau douce du monde est un luxe. Un jour, les pétroliers saoudiens, les nouveaux riches indiens et les businessmen russes qui traînent leur ennui dans les lobbies en marbre des palaces le comprendront. Il sera temps alors de monter un peu plus en latitude et de gagner la toundra. Le bonheur se situera au-delà du 60e parallèle de latitude nord. Habiter joyeusement des clairières sauvages vaut mieux que dépérir en ville. Dans le 6e volume de L'Homme et la Terre, le géographe Élisée Reclus, maître anarchiste et styliste désuet, déroule une superbe idée. L'avenir de l'humanité résiderait dans l'union plénière du civilisé avec le sauvage. Il ne serait pas nécessaire de choisir entre notre faim de progrès technique et notre soif d'espace vierge. La vie dans les bois offre un terrain rêvé pour cette réconciliation entre l'archaïque et le futuriste. Sous les futaies se déploie une existence éternelle au plus près de l'humus. On y renoue avec la vérité des clairs de lune. On se soumet à la doctrine des forêts sans renoncer aux bienfaits de la modernité. Ma cabane abrite les noces du progrès et de l'antique. Avant de partir, j'ai ponctionné dans le grand magasin de la civilisation quelques produits indispensables au bonheur. Livres, cigares, vodka. J'en jouirai dans la rudesse des bois. J'ai tellement adhéré à l'intuition de Reclus que j'ai équipé ma cabane de panneaux solaires. Ils alimentent un petit ordinateur. Le silicium de mes puces électroniques se nourrit de photons. J'écoute Schubert en regardant la neige. Je lis Marc Aurèle après la corvée de bois. Je fume un Havane pour fêter la pêche du soir. Élysée serait content. Dans Qu'est-ce que je fais là ? Bruce Chatwin cite Junger, qui cite Stendhal. L'art de la civilisation consiste à allier les plaisirs les plus délicats à la présence constante du danger. Voilà un écho à l'injonction de Reclus. L'essentiel est de mener sa vie à coups de gouvernail, de passer la ligne de crête entre des mondes contrastés, de balancer entre le plaisir et le danger, le froid de l'hiver russe et la chaleur du poêle. Ne pas s'installer, toujours osciller de l'une à l'autre extrémité du spectre des sensations. La vie dans les bois permet de régler sa dette. Nous respirons, mangeons des fruits, cueillons des fleurs, nous baignons dans l'eau de la rivière, et puis un jour nous mourrons sans payer l'addition à la planète. L'existence est une grivellerie. L'idéal serait de traverser la vie tel le troll scandinave qui court la lande sans laisser de traces sur les bruyères. Il faudrait ériger le conseil de Baden-Powell en principe. Lorsqu'on quitte un lieu de bivouac, prendre soin de laisser 2 choses. Premièrement, rien. Deuxièmement, ses remerciements. L'essentiel ? Ne pas peser trop à la surface du globe. Enfermé dans son cube de rondins, l'ermite ne souille pas la terre. Au seuil de son isba, il regarde les saisons danser la gigue de l'éternel retour. Privé de machine, il entretient son corps. Coupé de toute communication, il déchiffre la langue des arbres. Libéré de la télévision, il découvre qu'une fenêtre est plus transparente qu'un écran. Sa cabane égaie la rive et pourvoit au confort. Un jour, on est las de parler de décroissance et d'amour de la nature. L'envie nous prend d'aligner nos actes et nos idées. Il est temps de quitter la ville et de tirer sur les discours le rideau des forêts. La cabane, royaume de simplification. Sous le couvert des pins, la vie se réduit à des gestes vitaux. Le temps arraché aux corvées quotidiennes est occupé au repos, à la contemplation et aux menues jouissances. L'éventail de choses à accomplir est réduit. Lire, tirer de l'eau, couper le bois, écrire et verser le thé deviennent des liturgies. En ville, chaque acte se déroule au détriment de 1000 autres. La forêt resserre ce que la ville disperse. 19 février. C'est le soir, il est 9h, je suis devant la fenêtre. Une lune timide cherche une âme sœur, mais le ciel est vide. Moi qui sautais au cou de chaque seconde pour lui faire rendre gorge et en extraire le suc, j'apprends la contemplation. Le meilleur moyen pour se convertir au calme monastique est de s'y trouver contraint. S'asseoir devant la fenêtre, le thé à la main, laisser infuser les heures,
offrir au paysage de décliner ses nuances, ne plus penser à rien, et soudain saisir l'idée qui passe, la jeter sur le carnet de notes. Usage de la fenêtre. Inviter la beauté à entrer et laisser l'inspiration sortir. Je passe 2 heures dans la position du docteur Gachet, peint par Van Gogh, la joue sur la main, les yeux dans le vague. Soudain, un bourdonnement monte dans le silence et des pinceaux de phare trouent la nuit. Des bagnoles roulent sur la glace vers le nord. À la jumelle, j'en distingue une dizaine. Elles font route vers ma grève. 20 minutes plus tard, 8 4x4 décorés de placards publicitaires sont alignés sur la plage. Ce sont des notables d'Irkoutsk, membres du parti de Poutine et d'Ina Rossia, qui font le tour du lac en 8 jours. Ils vont passer la nuit ici sous la tente. J'apprendrai quelques mois plus tard qu'il y a là un membre du FSB, quelques proches du gouverneur et le directeur d'un parc naturel. Leurs pneus ont défoncé la pente de neige qui menait à la grève. Les types semblent ne porter aucune considération à la poudreuse. Marcher sur la neige, c'est ne pas supporter la virginité du monde. On commence par défoncer les blancs talus, puis on éventre les Polonais. Les moteurs tournent. Les transistors crachent du Nadia, une Lolita pour pré-ado mondialisée que les ploucs russes adulent. Je suis effondré. Je m'enferme dans la cabane et tente de me lustrer les nerfs avec 250 millilitres de vodka Kedrovaya. J'entends les types beugler sur la glace. Ils ont tronçonné un trou et dans le faisceau d'une lampe de caméra plongent à tour de rôle dans l'eau glacée en hurlant. À peine digne d'un bizutage de première classe dans une caserne tchétchène. Ce que je suis venu fuir s'abat sur mon îlot. Le bruit, la laideur, la grégarité testostéronique. Et moi, pauvre poire, avec mes discours sur le retranchement et mon exemplaire des rêveries de Rousseau sur la table. Je pense à ces reclus bénédictins contraints de guider les visites touristiques. Ces religieux venus enfermer leur foi dans des cloîtres se retrouvent à détailler la règle de Saint-Benoît à des foules indifférentes. Au IVe siècle, les pères du désert devenaient fous de solitude. Ils ne supportaient plus la moindre intrusion. Ils refluaient au fond des déserts, s'enfouissaient dans les grottes. Leur réserve d'amour se vouait à un monde vide de leurs semblables. Dans les banlieues, parfois, un type tire une volée de plomb dans un groupe de jeunes au pied d'une tour. Il finit en entrefilet dans le Parisien, puis derrière les barreaux. Pour me refroidir le sang, je sors sur le lac, tandis que les Russes s'adonnent au ski joring, tractés par les voitures. Je marche 2 kilomètres vers la Bouriatie et m'allonge sur la glace. Je suis couché sur un fossile liquide vieux de 25 millions d'années. Dans le ciel, des étoiles en accusent 100 fois plus. Moi, j'ai 37 ans et je rentre parce qu'il fait moins 34. 20 février. Les hommes s'en vont, les bêtes reviennent. Qu'est-ce qui me rend le plus heureux ce matin? Le départ de la bande de Triste Dri à 8 heures ou la visite d'une mésange à tête noire au carreau quelques minutes après? Je me lève avec une gueule de bois à flotter sur l'eau. Hier, j'ai bu pour oublier. Je nourris la mésange, j'allume le poêle. La cabane se réchauffe rapidement. J'installe les panneaux solaires sur les chevalets de bois que j'ai construits hier. Ces panneaux ne mèneront pas une existence désagréable. Couché là, du matin au soir, face à la beauté, à se gorger de photons. Beaucoup de réflexions naissent de la fumée d'un thé. Devant la tasse, je pense à ma petite sœur. Son enfant est-il né? Impossible d'avoir la moindre nouvelle. L'ordinateur a implosé avant-hier et n'a pas supporté les amplitudes de température. Quant à mon téléphone satellite, il ne capte rien. J'ai perdu des heures précieuses à Paris avant mon départ à me constituer un équipement technologique. J'aurais dû m'imprégner de la philosophie de Dersu Uzala. Dans la forêt, seule chose fiable, la hache, le poêle et le poignard. Privé d'ordinateur, je n'ai que la pensée. Le souvenir est une impulsion électrique comme une autre.